Bonjour, mon nom c'est Jonathan Durand-Folco. Je suis professeur à l'École d'innovation sociale de l'Université Saint-Paul à Ottawa et je suis en entrevue pour le média À Gauche. C'est quoi être de gauche? Moi, être à gauche, c'est avoir une forme de sensibilité face à la situation du monde dans son ensemble. C'est être au courant ou essayer d'approfondir les enjeux qui touchent les inégalités sous toutes leurs formes. Donc, il y a évidemment les inégalités économiques qui touchent les différences de classe entre les gens qui sont hyper riches et les gens qui sont pauvres ou exploités notamment. Il y a aussi les enjeux en termes de domination des hommes sur les femmes ou des privilèges qui peuvent se situer aussi dans les relations entre les personnes dites blanches et les personnes de couleur, les rapports entre les pays du Nord et les pays du Sud aussi. Aussi le rapport entre notre espèce humaine et comment on se relie au reste des écosystèmes. Donc, toute la question écologique, notamment le rapport des humains à d'autres formes de vie. Ça peut aussi entrer dans les questions de la gauche. Et on peut penser à d'autres cas aussi, donc la question des enjeux d'identité de genre, des minorités sexuelles, ça peut être des enjeux de discrimination autres. Mais au-delà des enjeux de discrimination, qui est une, disons, des sous-variantes de la gauche, je pense que la gauche, de façon plus large, c'est une certaine volonté de créer une forme de société qui soit à la fois juste, viable, démocratique, belle pour toutes les gens qui y habitent. Donc, ça remet en question l'idée un peu préconçue qu'on a qu'il y a des personnes qui sont plus fortes, plus expertes, meilleures que d'autres. En fait, c'est une forme d'engagement ou de conviction qu'une égalité humaine fondamentale et dont on doit essayer de créer des conditions de vie pour que toutes les personnes puissent s'épanouir librement et vivre de façon heureuse. Donc, je pense que la gauche, c'est ça. Évidemment, les courants de droite, voire d'extrême droite, ont aussi leur propre vision de la vie bonne. Ils ont leur propre conception de la liberté humaine, souvent plus sous forme individuelle. Ils croient aussi que la vie bonne peut s'incarner par l'identité de groupe. Donc, en fait, c'est des choses différentes, mais je pense que la gauche a une forme de parti pris envers la justice sous toutes ses formes. Ton analyse sur l'affaire Haroun Bouazi, Avant, je vais vous parler d'une des raisons pourquoi je me suis lancé en politique. Je vais vous parler de racisme et de l'importance de ce qui se passe aujourd'hui dans la lutte contre le racisme. Le racisme, il n'y a pas de race évidemment humaine, il y a des races qui sont construites par la société, qui créent une catégorie à laquelle on assigne une culture qui, par définition, est dangereuse, qui est inférieure. Et au bout de 22 ans, ce que vous faites aujourd'hui est très important pour casser la construction de ces mécanismes du racisme. C'est d'autant plus important aujourd'hui que nous voyons malheureusement, et Dieu sait que je vois ça à l'Assemblée nationale tous les jours, la construction de cet autre qui est maghrébin, qui est musulman, qui est noir, qui est autochtone, et de sa culture qui, par définition, serait dangereuse ou inférieure. En fait, je dirais que cette affaire Haroun Bouazi, qui a suscité un vent d'indignation, de controverses, de débats extrêmement tendus dans l'espace médiatique, est révélatrice à différents égards, à la fois de certaines tensions au sein de la gauche, mais aussi, je dirais peut-être d'une certaine déconnexion, je dirais d'une bulle médiatique et parlementaire, de préoccupations plus larges qui touchent la société dans son ensemble. Donc, on a vu cette affaire-là apparaître notamment parce que, suite à une conférence avec des propos dits controversés où Haroun disait qu'il voit à tous les jours, est-ce que c'est à tous les jours précisément? Ça reste à voir, mais il voit fréquemment à l'Assemblée nationale des discours, des approches, des débats qui construisent l'autre, donc c'est-à-dire souvent les minorités, les immigrants ou d'autres groupes qui ne sont pas les Blancs québécois de souche, par exemple, étant pointés du doigt comme étant, par exemple, 100 la cause de la pénurie de logements, comme étant à la base de la crise des services publics. En fait, on met beaucoup de problèmes de la société dans son ensemble sur le dos de cette catégorie de la population. Donc, ce constat-là qui semble, je dirais, qui doit être partagé quand même par beaucoup de gens,
a fait en sorte peut-être que le ton, les mots choisis ou ainsi de suite a suscité un vent d'indignation, comme si le propos d'Haroun attaquait directement la légitimité de l'Assemblée nationale. Donc, on a vu, là, je pense, une forme de vent, de hystérie, de panique, en fait, parce qu'il y a plusieurs personnes au sein de l'Assemblée nationale qui, pour diverses raisons, ont contribué directement ou n'ont pas contribué, mais se sont sentis visés personnellement, en fait, en disant: «Vous êtes tous une gang de xénophobes, racistes ou ainsi de suite». Ce que Haroun n'a pas dit comme tel. Il a dit: «Il y a des discours qui portent, qui contribuent, qui alimentent cette construction de l'ordre dans notre imaginaire». Et je pense que ça témoigne en fait que, heu, dans cette arène parlementaire, en fait, les gens ont pris ça très au sérieux, comme si, tout d'un coup, en fait, la faute, ce n'était pas les propos controversés, mais c'était la faute de cette personne-là. Donc, il y a une forme de projection, en fait, des problèmes, au sein de l'Assemblée nationale en disant: «Mais si on nous accuse de racisme, en fait, c'est cette personne-là qui est la cause de la division, du racisme, ainsi de suite. Il n'y a pas de division à l'Assemblée nationale. Nous sommes tous unis. Nous sommes des bonnes personnes. Nous ne sommes pas méchants. Nous ne sommes pas des gens racistes, ainsi de suite». Donc, il y a vraiment une forme de sentiment, de réaction très défensive qui s'est mis en place et le système médiatique, je pense, a mal joué son rôle ou, au lieu, disons, de remettre en contexte, d'aller voir est-ce que les propos d'Haroun Boisy, se réfèrent à des faits réels ou pas, on s'est mis dans un mode, immédiatement d'accusation, d'excuses, de condamnation morale. Est-ce que vous condamnez, oui ou non? Il y a une forte polarisation et en fait, tout ça a contribué, en fait, au fait qu'il y avait des controverses, beaucoup d'éditoriaux de journalistes, en fait. Donc, il y a eu une genre de tempête médiatique très forte liée à ça. Mais si on regarde dans le reste de la population, il faudrait voir aussi quel type de pourcentage de personnes ont appuyé Harold Boisy, qui se soucie vraiment de ce micro-débat à l'Assemblée nationale, alors que, par ailleurs, il y a la crise du logement, le coût de la vie augmente, il y a de plus en plus de gens en situation d'itinérance, les gens sentent un sentiment de précarité, et tous ces enjeux de la vie quotidienne, en quelque sorte, c'est comme si ça s'était mis de côté au profit de débats sur la question identitaire sur les woke. Et par la suite, en fait, on en a ajouté une couche. PSPP, de son côté, en a profité pour dire que, OK, il y a eu des condamnations par la suite à l'Assemblée nationale de Haroun. Et puis, il a dit, mais en fait, ça, ce n'est que le symptôme. En fait, c'est la pointe de l'iceberg. Le problème, c'est les woke. Et là, toute la querelle autour des woke, les groupes anti-woke qui disent que les woke sont en train en fait, de déconstruire les rôles dans la société, sont en train de menacer l'identité nationale, sont en train de créer un climat de censure, d'intimidation. En fait, en faisant ce genre de choses, qui recrée par ailleurs une dynamique d'intimidation, d'un climat de censure où les gens qui osent critiquer l'Assemblée nationale ou certains discours de droite plutôt conservateurs ou anti-migrants se font mettre de côté, se font, en quelque sorte, critiqué, pointé du doigt et il y a toute une campagne de lynchage médiatique autour de ça. Mais en fait, ça contribue à alimenter ce climat de division. Donc, je crois qu'en fait que ça témoigne d'une certaine façon d'une hyper polarisation dans l'espace médiatique, dans l'espace public autour des enjeux identitaires, autour des enjeux d'immigration. Mais la polarisation, ça suppose soit une forme de symétrie. D'un côté, il y a les woke qui divisent et les groupes anti-woke qui divisent. Les 2 seraient également coupables. Mais en fait, comment a émergé cette controverse médiatique? Ce n'est pas Haroun qui allait dire ça à l'Assemblée nationale de façon claire. Il n'est pas allé de son propre chef auprès de journalistes dans une conférence de presse pour lancer cette accusation. Il avait tenu ce propos devant une organisation, qui est centrée, en fait, sur la promotion, sur la défense des droits des personnes, musulmanes notamment. Donc il était une forme dans un entre-soi ici et c'est par la suite le Journal de Montréal, certains journalistes, chroniqueurs ou ainsi de suite, qui, à quelques jours du congrès de Québec solidaire, ont sorti, ont trouvé cette vidéo, ont attendu à la toute dernière minute pour le lancer, pour créer une tempête médiatique. Elle est précisément visée Québec solidaire, Haroun Bouazi, notamment parce que c'est une des personnes, avant qu'il soit élu, qui s'est opposée à la Charte des valeurs québécoises, s'est opposée à la loi 21. C'est une des grandes figures de la gauche québécoise, mais un des rares musulmans à l'Assemblée nationale à se battre pour défendre le droit des minorités et autre chose.
Et toute la construction de cette controverse, elle ne vient pas de nulle part. En fait, on dit parfois c'est à cause des woke que ça crée des problèmes, que ça divise. En fait, c'est souvent plus en fait une certaine stratégie de la droite populiste et identitaire, qu'elle soit du côté de la CAQ, du Parti québécois ou ailleurs dans l'espace public, qui cherche à en fait, casser du sucre sur le dos de la gauche, essayer de, en quelque sorte, de sortir ces micro-discours, ces micro-détails pour semer la controverse et essayer de diviser la gauche. Et dans ce cas-là précis, ça a extrêmement bien fonctionné. Il y a eu une grande crise interne dans le Québec solidaire liée à ça. Et je pense que la gauche est tombée dans le piège. Donc, ça résume un peu à la fois ma reconstruction de cet événement-là, qui remonte à loin, mais qui est très proche de nous. Et je pense que c'est révélateur d'un climat extrêmement tendu dans l'espace médiatique où le débat sur les woke prend beaucoup, beaucoup de place. En fait, je dirais que sur le fond, Arun Boisé avait 100% raison. Donc, il y a même, en fait, j'ai vu ça circuler aussi en ligne. Il y a Élise Gravel qui avait mis une forme de chandail que j'aimerais peut-être éventuellement porter. Arun Boisier avait raison. En fait, je pense qu'il avait raison sur le fond. Après, il est vrai que sur le choix des mots, dire qu'à tous les jours, il voit la construction de l'ordre, des formes de racisme dans l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est à tous les jours? Peut-être qu'il y a une petite exagération ici. Par la suite, lorsqu'il a voulu expliquer son propos, se justifier avec son entrevue avec Patrick Masbourian, euh, alors là, je pense qu'il a fait peut-être, c'était pas sa meilleure entrevue. Évidemment, Patrick Masbourian est arrivé de façon très nette en tout début de l'entretien en disant bonjour Arun Boisé, vous êtes venu ici pour donc, déjà dans l'action. Donc, certes, c'est une entrevue avec un climat extrêmement difficile, tendu. Je pense que Arun aurait pu, à la limite, mettre un peu plus d'eau dans son vin, comme on dit, amener des nuances dans son propos, essayer de recadrer le débat ou ainsi de suite, ce qui n'est pas parvenu à faire. Il y a eu une seule entrevue et par la suite, étant donné qu'il n'y a pas eu le support de son propre, de son propre caucus de l'aile parlementaire de Québec solidaire, ça n'a pas été évident non plus. Si je pense qu'il y avait eu un tir groupé ensemble des élus de Québec solidaire, de gens dans la population de façon plus large, je crois que là, en fait, ça a été beaucoup plus facile d'amener sa défense par la suite. Et je pense en fait que on assiste étrangement à une situation où, quand certaines personnes de gauche critiquent qu'il y a des dérives dans les discours identitaires, anti-migrants, contre les minorités sexuelles ou ainsi de suite, aussitôt qu'une légère exagération, il y a un mot de travail, il y a quelque chose, il y a une accusation, il y a comme une forme de vraiment de tir groupé de tout cet appareil de commentariat, souvent davantage dans les médias de droite populistes et sensationnalistes, mais pas que. Radio-Canada aussi et ailleurs, en disant vous avez exagéré, vous dites des faits, vous répondez des fausses nouvelles, vous faites de la propagande, vous divisez ou ainsi de suite. Mais quand il y a des propos outranciers qui viennent de politiciens au pouvoir, du camp de la droite, qui soient ceux de Trump, là, qui sont dans un niveau d'exagération extrême, mais que ce soit des chroniqueurs comme Richard Martineau, Mathieu Bocoté, que ce soit Sophie Durocher, que ce soit des gens dans les radios dans la région de Québec ou à Montréal. Là, OK, il y a des exagérations, il y a des stéréotypes, il y a de la division, il y a des accusations en l'air. Là, ça passe comme dans du beurre. Là, c'est pas un grand problème, on fait juste débattre entre nous, des débats corsés ou ainsi de suite. Il n'y a pas cette indignation morale, comme s'il y avait eu une forme de sacrilège, blasphème, qu'on avait attaqué une institution sacrée. On se permet, en fait, constamment depuis des mois, des années, de quelque sorte, de contribuer, en fait, à diaboliser des groupes minoritaires dans la société. On parle, en fait, qu'il ne faut pas attaquer les individus immigrants, par exemple, ce qui est vrai, mais on dit: «Ah, mais le problème, c'est l'immigration de masse» ou c'est, il y a d'autres termes qui commencent à circuler dans l'espace médiatique, notamment la submersion migratoire, le suicide de la nation, en fait, qui viendrait qu'on ouvrirait les frontières. Donc on utilise vraiment des termes hyperbolique, exagéré pour dramatiser une situation. Certes, que les enjeux autour de l'immigration, on ne va pas le nier, ça amène des tensions, des défis, mais là, on va en quelque sorte avoir des campagnes de diabolisation, en fait, de groupes socioculturels ou ethniques en particulier. On va diaboliser les woke, diaboliser la gauche en permanence. Certes, il y a certaines dérives, certaines exagérations, des faits divers, on peut débattre de ça, mais c'est une campagne, une forme de martelage médiatique et là, aussitôt que la gauche dit quelque chose de travers, là, on va l'attaquer, on va dire: «Vous êtes en train de détruire la nation, vous êtes en train d'accuser tous les Québécois de racisme».
alors que c'est pas ça qui a été dit. Donc, je trouve vraiment, en fait, qu'on vit dans une asymétrie. Actuellement, il y a comme une forme de déformation de l'espace public et médiatique où on n'est pas en train de participer à un débat démocratique sain et la construction de l'autre, entre guillemets, avec un grand A, l'autre étant les gens qui sont pas québécois dans une image déjà définie de ce que ça veut dire, on va les mettre ensemble comme étant différents ennemis de la nation, ennemis de la société, ennemis de l'intérieur. Et ce genre de discours se produit au Québec, mais c'est pas juste le Québec dans cette situation-là aussi. Dans tous les pays occidentaux, même dans des pays du Sud global, on voit ce genre de populisme autoritaire, identitaire, qui prend des cibles qui changent des fois au fil des mois, au fil des ans, mais qui sont toujours en train de construire cette opposition entre le peuple d'un côté, le peuple uni, homogène, qui serait bon en soi, et une élite corrompue alliée à des mondialistes et à des woke, des communistes, des islamo-gauchistes qui seraient en quelque sorte des gens qui voudraient détruire la société. Donc vraiment, cette division-là dans l'espace public est omniprésente, il faut qu'on en parle. Et un des rôles de la gauche est de reconstruire un autre discours, un autre récit, sans passer par des longues explications comme je suis en train de le faire ici, avec peut-être des phrases plus claires, comme par exemple, un peuple uni, ce n'est pas du monde tous pareil, c'est des gens ensemble. C'est un peuple, c'est des gens tous ensemble. Donc l'idée de solidarité pour parler du peuple, c'est une façon claire de dire, mais le peuple, c'est pas juste une identité culturelle homogène. Certes, c'est extrêmement important de célébrer qui on est, notre culture, notre histoire, mais cette histoire-là est évolutive, est en fait intrinsèquement marquée par une pluralité de personnes qui se joignent à la nation. Il y a une diversité interne au sein du peuple. Et c'est ce genre de discours, en fait, que la gauche doit construire pour être capable d'offrir un contre-discours, un contre-narratif face à celui de la droite identitaire qui prend beaucoup de place à l'heure actuelle. Ton analyse sur le cas de l'école Bedford? Je pense qu'il y a eu vraiment, évidemment, des comportements, des conduites extrêmement problématiques. Il y a eu des enjeux très clairs que je pense qu'ils ont été critiqués, condamnés par tout l'ensemble du spectre politique, de la gauche, du centre, de la droite, extrême droite, mais ainsi de suite. Tout le monde s'est entendu pour dire mais que ça, c'est quelque chose d'inacceptable. Ensuite, l'enjeu, je pense que ce que la gauche doit dire, c'est que dire oui, ici, il y a des gestes qui sont problématiques, non pas uniquement en raison de l'identité religieuse ou ethnique des professeurs qui seraient des islamistes ou qui feraient de l'entrisme, ainsi de suite. C'est en raison, en fait, de ce qui est fait, de ce type de geste-là. Si ça avait été, par exemple, des Québécois d'origine canadienne-française, chrétiens, catholiques ou évangélistes, qui auraient eu les mêmes gestes, en fait, qui ne veut pas enseigner la question de l'éducation sexuelle ou qui ne veut pas donner une égalité de droit aux hommes et aux femmes en disant qu'ils ont des rôles complémentaires à jouer, mais c'est pas la même chose, il ne faut pas déconstruire les genres. Ça a été tout autant inacceptable dans une école. Mais donc, c'est vraiment les gestes qui sont produits là et ce n'est pas à cause de l'identité religieuse, ethnique des personnes qui sont présentes. Mais là, ce qui arrive, en fait, c'est que toute la construction d'un discours médiatique avec certains termes qui cadrent l'enjeu en disant, ben ça, c'est encore une fois la pointe de l'iceberg d'un problème beaucoup plus vaste. Et ce problème-là, on le nomme en utilisant les termes comme entrisme religieux, qui n'est pas un terme neutre, en fait. Ça vient, entre autres, ça a été utilisé en France, notamment par la droite conservatrice, certains courants d'extrême droite, ainsi de suite, parce que l'idée d'entrisme, que parfois, à l'époque, on disait, disons, il y avait des groupes trotskistes et autres qui font un peu de l'entrisme dans une organisation politique pour l'influencer de l'intérieur. Mais là, ce serait des militants, en quelque sorte, islamistes, djihadistes, fondamentalistes, qu'on évoque, en fait, qui sont en train de s'infiltrer dans nos institutions, institutions scolaires, systèmes de santé, garderies ou ainsi de suite, et qui présenteraient une forme de danger pour la société, qui voudrait, puis ça a été un discours qu'on a beaucoup entendu depuis une dizaine d'années, imposer la charia, un code de vie, une façon d'être à l'ensemble de la société. Et puis, en parlant de cet entrisme-là, justement, c'est une façon d'évoquer d'autres idées qui circulent comme l'islamisation de la société ou aussi d'autres discours qu'on entend, mais qui utilisent des fois des synonymes ou des mots différents. On parle de grands remplacements en parlant, en fait, de vagues migratoires, notamment de populations arabo-musulmanes qui viennent s'installer et qui viennent en quelque sorte remplacer le peuple initial qui était là. Et ces différentes idées qui circulent, en fait, participent justement du fait qu'on cadre l'enjeu comme étant un enjeu de société, de guerre, de religion,
où la société, entre guillemets, ou le gouvernement, l'État, doit affirmer une fois de plus des règles claires, des formes de contraintes pour imposer un code de vie de vivre ensemble qui vise plus particulièrement ce groupe de la société qui serait en soi dangereux, à risque, problématique, parce qu'il imposerait en quelque sorte sa vision obscurantiste, rétrograde au reste de la population, à des jeunes enfants vulnérables. Donc, ce genre de truc-là, c'est un discours, un récit qui contribue à dire que le problème actuel qu'on vit avec l'école d'Edford, c'est un problème beaucoup plus large qui touche l'islamisation. Et là, ce qui se passe, c'est que à la fois Pierre Saint-Paul Plamondon, c'est lui, en fait, qui a été le premier à utiliser le terme d'entrisme religieux, à dire qu'il faut affirmer la laïcité une fois de plus, il faut renforcer la loi, il faut faire d'autres choses par rapport à ça. Alors que la gauche pourrait dire, mais il y a déjà une loi qui est adoptée, il faudrait juste appliquer la loi. Il faudrait juste que les directions des établissements scolaires jouent leur rôle, en fait. Donc, s'il y a un climat de peur à l'interne, parce qu'on a peur de se faire accuser de racisme, ainsi de suite, mais en fait, il faut qu'on règle ça. C'est pas qu'on a besoin d'une nouvelle loi de renforcement. Il faut juste que les directions d'école prennent leurs responsabilités au lieu de fuir le problème. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'en même temps, il y a François Legault qu'il est en perte de popularité, dans les baisses, dans, l'opinion publique, les sondages, ainsi de suite. Là, il se cherche des nouvelles astuces, des nouvelles façons de remonter dans les sondages. Et là, un peu avant le temps des fêtes, justement, il a en quelque sorte recadré son discours en disant que nous allons être, le gouvernement qui va protéger le peuple québécois contre 2 principaux risques, 2 principales sources de danger. D'une part, l'islamisation, donc protéger notre identité. Donc, ça serait l'identité québécoise qui serait en danger à cause de cette islamisation, de cet entrisme. Et d'autre part, protéger notre économie. Et là, on fait référence à Trump ici avec les différents risques, menaces de tarifs douaniers. Donc, on dit en fait que le gouvernement se place les 2 principaux problèmes qu'on a actuellement au Québec, c'est Trump, disons, voisins du Sud, et de l'intérieur de la société, c'est cette islamisation, cet islam, cet entrisme religieux. Le cas de l'école Belfort étant un des signes de ça, mais d'un problème beaucoup plus vaste. Et puis, ce qui est extrêmement inquiétant par rapport à ça, c'est justement qu'on cadre en disant que le problème, c'est cet islamisme. Puis quand on parle d'islamisme, euh, c'est une façon, en quelque sorte, de pointer un risque parce que l'islamisme, il y a plein de significations possibles. Je ne suis pas spécialiste non plus de l'islam ou de l'islamisme, de ses idéologies et autres, mais c'est associé à des mouvements davantage, on pourrait dire, fondamentalistes, de revendication, une idéologie politique par rapport à l'islam qui serait la religion de façon large. Donc, François Legault, lui, il dit pas: «Je suis contre l'islam en soi ou contre les personnes musulmanes, je suis contre l'islamisme», parce que tout le monde s'entend pour dire l'islamisme, mais bon, éventuellement, c'est un mouvement plus revendicateur, potentiellement avec des visées, d'influence dans la société. Mais quand François Legault utilise le terme islamisme, c'est à la fois pour évoquer, un truc plus précis, mais de façon plus large pour donner une forme d'indication pour dire que les gens au Québec doivent se méfier de l'islam de façon plus large et quand lui-même vient à dire, à expliquer c'est quoi islamisme, là, il y a pas de définition précise. Il a dit en fait dans une entrevue, je me souviens plus la date exacte, en disant: «L'islamisme, en fait, c'est les manifestations pour la Palestine qu'on voit, c'est les prières dans les rues, c'est, ce qu'on voit à l'école Bedford, c'est un peu ces gens-là, ils tirent dans tous les sens et on voit précisément que pour lui, l'islamisme, c'est toutes ces choses. Il fait une chaîne d'équivalence avec plein de phénomènes différents et ça serait toutes ces choses-là qui seraient un danger pour la société. Et puis, ce que lui fait du même coup, en fait, c'est qu'il dit, bien, il faut interdire les prières dans les lieux publics, dans les rues, les écoles, même si, bon, il y en a eu une ou deux peut-être dans la dernière année. Là, il faudrait me vérifier au niveau des faits. Il y en a eu vraiment moins de 5, en fait. Et puis là, on se dit qu'il faudrait adopter une nouvelle loi pour protéger la société contre l'islamisme, alors que ce n'est pas un cas réel. Et en interdisant les prières, notamment, un truc qu'il a amené comme ça pour dire, ben, c'est peut-être une chose qu'on pourrait amener. Ce qu'il fait, c'est que la prière ne va pas s'attaquer à l'islamisme, ça va s'attaquer à toute personne de n'importe quelle religion ou peut-être des personnes musulmanes ou des personnes chrétiennes ou autres qui voudraient juste prier dans un lieu public autre. Donc, on voit ici que vraiment cette construction d'un problème général que serait l'islamisme, l'islamisation de la société, l'entrisme religieux, qui serait un danger existentiel pour le peuple québécois. Et c'est vraiment cette construction-là qui est au cœur de l'imaginaire, du récit, du populisme conservateur et au des populismes d'extrême droite qui reprennent la même rhétorique, mais de façon encore plus, encore plus décomplexée.
Donc, il y a vraiment, en fait, ce discours-là qui dit que le danger principal actuellement, c'est pas la crise écologique, c'est pas l'oligarchie, c'est pas les mesures d'austérité et de privatisation des services publics. Ce n'est pas le fait que les gens ont une crise du logement, puis qu'il y a une explosion de l'itinérance et que les gens qui travaillent à temps plein, la classe moyenne est en train de s'appauvrir puis aller dans les banques alimentaires. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'islamisme ou les musulmans, l'immigration, qui serait la cause principale de tous nos problèmes, ou sinon peut-être Trump aux frontières qui viendrait menacer notre économie, alors que dans les faits, ce que François Legault fait, il prend beaucoup d'éléments de la rhétorique de Trump contre les woke, contre l'immigration de masse. François Legault, de son côté, par exemple, il dit qu'il faudrait, ce qui est vrai en fait, que le Québec, par rapport au reste du Canada, accueille davantage de réfugiés proportionnellement. Ils ont entièrement raison par rapport à ça. Mais au lieu de s'entendre avec les autres provinces, de trouver un terrain d'entente pour avoir une répartition plus équitable des réfugiés, il dit qu'il faudrait avoir une forme de transfert obligatoire forcé des réfugiés vers d'autres provinces. Ça, c'est une expression pour, en fait, qui désigne en effet une forme de expulsion, de déportation. Pas dans un autre pays complètement, quoique pour François Legault, les indépendantistes, c'est peut-être le Canada, c'est un autre pays, mais il y a l'idée qu'il faudrait déporter les réfugiés du Québec vers d'autres provinces. En fait, ce que Trump dit de son côté, c'est juste de façon encore plus exagérée, extrémiste. Il dit qu'il faudrait déporter des millions d'immigrants illégaux qui viennent contaminer la nation, qui viennent priver les travailleurs d'emploi, qui viennent répandre plein de maladies, contaminer le sang du peuple. Là, vous voyez voir qu'il y a une rhétorique d'extrême droite, fascisante du côté de Trump, alors que pour François Legault, on n'est pas dans ce discours extrémiste, mais c'est les mêmes codes, les mêmes références, la même construction de l'autre, mais sous une forme beaucoup plus douce, beaucoup plus acceptable. Donc, pour moi, en fait, il faut que la gauche soit consciente que le discours du populisme conservateur et des courants d'extrême droite ont des ponts entre eux. Il y a des niveaux de différence, évidemment, de niveaux d'intensité, mais il faut vraiment que la gauche déploie un contre-discours pour être capable de recadrer les enjeux de façon complètement différente pour cibler les vraies causes des enjeux extrêmes qu'on vit dans la société. La crise écologique, les inégalités sociales, cette explosion du coût de la vie et tous ces problèmes viennent davantage des classes dominantes, ils viennent de l'oligarchie, ils viennent en fait que nos gouvernements sont de plus en plus contrôlés par les intérêts économiques d'une minorité extrêmement puissante et toute la société fonctionne en fonction de ça et pendant ce temps-là, on se divise entre nous au sein du peuple, avec les woke, les anti-woke, on dit que le problème, c'est les gens qui ne travaillent pas assez, ou c'est les minorités, ou c'est les trans, ou les immigrants, les musulmans, l'entrisme. On fait des guerres culturelles et identitaires pendant que les gens au pouvoir, cette élite économique, politique, continuent de s'enrichir sur le dos du peuple. Donc, il faudrait avoir un genre de discours pour se dire, en fait, il faut qu'on arrête de se disputer uniquement sur les enjeux identitaires. Le problème, c'est pas les woke, c'est l'oligarchie et actuellement, ce qui se passe, c'est que les gens au pouvoir sont en train de construire justement ces récits de division pour qu'on tourne les projecteurs vers des problèmes qui existent, peut-être certes aussi, mais qui sont extrêmement périphériques, de moindre importance par rapport à ce qui se passe. Donc, l'école Bedford, je suis parti de ça comme exemple, mais c'est vraiment, je pense, un problème beaucoup plus vaste qu'on peut constater dans la société actuelle. Quelle est ton analyse du virage à droite des médias québécois? Oui, en fait, je dirais que le système médiatique, de façon plus générale, notre écosystème médiatique au Québec, on pourrait dire qu'il est en crise et qu'il est en train de virer vraiment vers la droite identitaire populiste et ainsi de suite. Je ne suis pas expert des médias, c'est pas mon champ d'expertise universitaire ou ainsi de suite, mais j'ai lu en fait beaucoup sur ça dans les dernières années. Parce que je pense que c'est un des ingrédients, on pourrait dire, qui contribue, à la montée des discours conservateurs, libertariens d'extrême droite, que ce soit au Québec ou ailleurs dans le monde. Une des choses qu'on voit, j'ai lu un livre de Yoshai Benkler et d'autres auteurs, notamment, le titre du livre en anglais, c'est Network Propaganda, donc la propagande des réseaux. Et ce qu'eux ont étudié du côté des États-Unis, qui pourrait aussi s'appliquer un peu à ce qui se passe au Québec, ils vont dire qu'on parle souvent mais de l'influence des médias sociaux qui répandent la désinformation. Ils disent ça, c'est vrai, mais c'est pas juste ça. Il y a la question des bots ou l'influence étrangère, des Russes, par exemple, qui répandent des choses comme ça. Ça existe, mais c'est encore une fois peut-être pas le facteur principal. Ils vont dire que le phénomène des chambres
d'écho, par exemple, le fait à cause des filtres algorithmiques sur les médias sociaux, on est exposé davantage à des idées proches de nos propres intuitions, préférences, ça crée de la pensée de groupe. Et là, il y a une certaine division de l'opinion publique en des positions de plus en plus extrêmes. Ils vont dire encore une fois, ça se présente, c'est vrai, mais c'est pas juste la cause première des médias sociaux qui divise les gens. Donc, il y a ça. Ce qu'ils vont dire, en fait, c'est que si on fait une genre d'analyse économique et politique des écosystèmes médiatiques, eux, ce qu'ils observent, c'est qu'il y a une certaine division de l'espace médiatique américain en deux grands camps. Il dit d'un côté, il y a les médias de masse traditionnels, les journaux, CNN, il y a d'autres grands journaux comme le New York Times, le Washington Post, ainsi de suite, qui sont des journaux, on pourrait dire, de centre, de tendance libérale aux États-Unis, donc exposent certaines idées progressistes, d'autres un peu plus dans la droite économique. On est dans cette zone-là. Et il y a tous des critères de rigueur, on pourrait dire, journalistiques, de vérification des faits ou ainsi de suite, qui sont mis en place. Il y a quelques médias de gauche alternative, radicale et ainsi de suite, qui n'ont pas extrêmement beaucoup d'influence, que ce soit des journaux imprimés, que ce soit en ligne, des podcasts ou ainsi de suite, ça existe aussi. Et cet espace médiatique va créer des synergies de son côté. Mais ce qu'ils vont dire, c'est qu'il y a une asymétrie fondamentale entre cet espace médiatique du centre ou du côté libéral et l'autre écosystème médiatique de la droite radicale. Donc, ils vont dire, par exemple, de son côté, il y a la grande chaîne Fox News, en fait, qui se fait en quelque sorte la caisse de résonance des discours libertariens, hyper conservateurs, trumpistes, d'extrême droite aussi. Et c'est un espace, en fait, médiatique et davantage sensationnaliste, qui répand des idées, qui amène des controverses, des faits divers. Et parallèlement à Fox News, qui est écouté par des millions et des millions d'Américains, il y a toute une constellation de tout petits médias, mais qui sont parfois influents, aussi suivis par des millions de personnes. On peut penser aux différentes émissions de Joe Rogan, des influenceurs de droite, d'extrême droite, Alex Jones, Infowars. Il y a toute une constellation, en fait, de sites de réinformation, espaces de circulation de théories conspirationnistes, de discours extrémistes, de l'alt-right et ainsi de suite, qui n'ont pas une extrême influence, mais qu'il y a quand même des gens qui se relaient d'un endroit à l'autre et qui amènent des idées, des controverses qui vont après ça circuler dans Fox News directement, qui vont se répercuter dans tout l'ensemble médiatique aussi. Du côté de l'écosystème de centre, ça va se répercuter différemment, mais il va y avoir une division avec des gens qui vont être vraiment du côté de la droite, soit Fox News ou soit des sites de réinformation, de désinformation d'influenceurs, trumpistes, libertariens, masculinistes et autres. Et en fait, il y a toute une constellation de la population qui va ne jurer que par ça et qui font aucunement confiance à l'autre système médiatique et inversement aussi. Et là, je pense que si on prend cette analyse-là qui s'applique au cas des États-Unis, où il y a justement ce que les auteurs appellent des boucles de rétroaction de la propagande, où des idées minoritaires d'un côté vont dans les médias de masse, sont amplifiées, participent à une forme de normalisation, banalisation d'idées d'extrême droite. Après ça, ça revient dans d'autres petits médias, puis il y a une boucle, en fait, qui se met en place. Cette chose-là, en fait, on peut le voir au Québec aussi, peut-être de façon moins intense. Notamment, on pourrait dire d'un côté, disons, il y a l'écosystème du centre libéral ou ainsi de suite, avec la presse, Radio-Canada, avec le journal Le Devoir, par exemple. Il y a quelques médias de gauche hyper minoritaires qui n'ont pas beaucoup d'influence, mais qui ont quand même des idées qui circulent ici. Parfois des auteurs ou des chroniqueurs, chroniqueuses qui vont d'un l'un à l'autre. Et c'est un espace, en fait, qui est encore régi par les normes journalistiques, qui essaie d'avoir une pluralité de voix d'idées. Radio-Canada essaie justement de ne pas se présenter trop à gauche, donc invite tant des figures de la droite comme Karima Brick et d'autres figures plus proches, par exemple, de Éric Duhem et autres. Invite des gens du centre politique, invite des gens de la gauche aussi, parfois des syndicalistes, auteurs et autres. Donc, il essaie d'avoir une diversité de points de vue. Le Devoir aussi, on peut voir des gens comme Émilie Nicolas d'un côté, Christian Rio, des gens plutôt conservateurs, plutôt progressistes qui cohabitent dans cet espace-là. Donc, on joue le jeu, en fait, on pourrait dire, d'une pluralité de discours. Et de l'autre côté, il y a l'espace médiatique autour de Québécois où
Certes, il y a un travail journalistique qui est intéressant, il y a plein de choses aussi, mais au niveau du commentariat des grands chroniqueurs d'opinion, il y a des lignes extrêmement majoritaires qui se placent du côté du populisme conservateur, en fait. Et vraiment, il y a toute une armée de chroniqueurs, chroniqueuses. Lorsqu'il y a des controverses, on voit leurs chroniques qui sont publiées presque à quelques heures, quelques jours d'intervalle, qui partagent essentiellement une même ligne éditoriale et qui se font le relais de d'autres sources d'informations, de petits sites de nouvelles, de d'autres blogs aussi qui sont présents, autour aussi. On peut aller chercher des chroniqueurs, par exemple, comme sur Keb Radio, où il y a plusieurs personnes qui prennent la relève, en fait, du discours, par exemple, de Mathieu Bocoté, qui forme certains jeunes conservateurs qui vont faire, en quelque sorte, leur premier exercice. Ils commencent à avoir une influence, une voix. Et il y a d'autres blogs, d'autres espaces où les gens s'invitent entre eux mutuellement, se donnent des relais médiatiques. Et il y a toute une construction, disons, au niveau des médias de droite. Et on peut penser aux ce qu'on appelle les radios contestataires ou qu'on appelle parfois les radios poubelles dans la région de Québec, notamment Saguenay et autres, dans l'est du Québec, qui sont aussi des espaces, en fait, de radicalisation des discours vers la droite identitaire, populiste, économique, libertarienne et autres. Et là, je pense que ce qu'on assiste actuellement, la crise des médias, c'est en sorte que de moins en moins de gens, peut-être suite à la pandémie, suite à une dizaine d'années, une crise de confiance envers le journalisme, le système, les institutions, les médias, la science. Depuis la pandémie, il est vrai, il faut absolument le reconnaître, que c'était extrêmement difficile de critiquer le gouvernement. Aussitôt qu'on était contre une des mesures sanitaires, le couvre-feu, ou que ce soit l'obligation vaccinale, le passeport sanitaire, on se faisait traiter de complotistes, de conspirationnistes et autres. Donc, on comprend, moi, je comprends personnellement pourquoi beaucoup de gens se sont sentis abandonnés, largués, méprisés par le système médiatique en place. Ça crée une crise de confiance. Mais là, après, ce que ça fait en sorte, c'est que ces gens-là, qui se sentent abandonnés par le système, souvent, pas pour rien, en fait, parce qu'ils ont été littéralement mis de côté par le système, vont se retourner dans ces différents espaces médiatiques alternatifs. Et il y a tout en fait une série de chaînes YouTube et parfois qui ont été enlevées de YouTube à cause de leur discours, soit conspirationniste, soit de haine et autre chose, mais qui vont dans d'autres espaces médiatiques, et qui se créent enfin en quelque sorte leur propre chambre d'écho ou leur contre-public subalterne, c'est-à-dire un espace public minoritaire dans les franges de la droite où il y a vraiment des discours de plus en plus décomplexés qui prennent part. Et ça, en fait, on voit actuellement, d'après moi, la montée du trumpisme, puis des idées, en fait, qui viennent des États-Unis ou qui viennent de d'autres endroits, qui étaient presque inimaginables il y a 10 ans. Ça s'est accéléré à grande vitesse pendant la pandémie parce que, justement, il y a eu ce schisme, on pourrait dire, cette crise de confiance envers l'espace médiatique. Et là, ces controverses-là, après ça, ne sont pas non plus uniquement à la marge du système médiatique. Il y a des gens qui assurent la circulation de ces idées, de ces controverses, de ces discours, de ces thèmes aussi qui sont empruntés du côté, d'une extrême droite aux États-Unis ou en France et qui vont circuler d'un endroit à l'autre. Donc si on regarde sur les médias sociaux, le fait notamment que Facebook, par exemple, la compagnie Meta, en raison de la loi canadienne qui voulait assurer une forme de répartition des revenus, Meta a décidé de couper les nouvelles sur Facebook, sur Instagram. Donc ça crée quand même un problème au niveau de la circulation de l'information dans l'espace public, compte tenu qu'un grand nombre de personnes, en fait, le premier lieu où ils vont s'informer de l'actualité, c'est pas en ouvrant le site web, journal Le Devoir ou de la presse, il y en a encore une fois, c'est pas en ouvrant la télévision, c'est en regardant leur fil d'actualité sur leur téléphone ou sur leur ordinateur. Et là, si d'un côté, Meta est en train de faire ça, si le réseau Twitter depuis 2022 a été racheté par Elon Musk, qui initialement se prétendait comme un grand défenseur de la liberté d'expression. Il disait: «Il faut autant permettre aux gens des courants d'extrême gauche, d'extrême droite de s'exprimer librement». Ce qu'il a fait dans les faits, il a réhabilité beaucoup de gens qui avaient des discours haineux, conspirationnistes, des discours d'extrême droite sur sa plateforme et par la suite, il l'a instrumentalisé pour propulser les contenus, de la droite radicale, de la droite trumpiste. Et là, en fait, il y a beaucoup de gens actuellement qui ont été en quelque sorte, abandonnés par le système pendant la pandémie, qui ne font plus confiance aux médias de masse. Ils voient Elon Musk comme un héros, comme un sauveur et comme étant un endroit plus fiable pour s'informer librement de ce qui se passe dans cet endroit-là, plutôt que dans les médias de masse. Donc en fait, on vit, je pense, dans une période,
que certains auteurs appellent le confusionnisme, c'est-à-dire, en fait, il y a un brouillage des frontières entre la gauche, la droite, l'extrême droite, il y a de la récupération d'idées. Il y a des théories du complot qui circulent, mais pas que. Il y a des vraies théories aussi. Il y a des éléments de réflexion, d'analyse, mais on vit dans un environnement médiatique complètement surréel actuellement. Et je pense que cet environnement surréel-là qui se passe dans l'environnement médiatique se produit certes en ligne sur les médias sociaux, mais pas que. Dans les médias de masse, on voit les répercussions, les reflets, où on répète, on reprend des thématiques, des discours qu'on amplifie, comme les discours sur l'entrisme, comme le discours sur les woke, comme les drag queens, en fait, qui vont corrompre la jeunesse, qui vont abolir les sexes ou ainsi de suite. Ça, c'est des discours qu'on entendait dans les marges du médiatique, dans des podcasts de courant hyper conservateurs, mais maintenant, c'est des thèmes rendus dans l'espace médiatique mainstream. Donc, je pense en fait que c'est beaucoup de rétroaction entre les médias à la marge et l'espace médiatique plus large. Il faut prendre tout ça en compte et on pourrait continuer longtemps à faire peut-être une entrevue, un épisode complet sur ça, mais vraiment, je pense qu'on vit une crise intense de notre espace médiatique et les médias de masse, les journalistes n'ont pas encore pris, je pense, entièrement l'ampleur de ce qui se passe. Comment on peut mettre en place une alternative au capitalisme sans venir tout changer brutalement? Je dirais qu'on vit à une époque à la fois inquiétante et forte et assez formidable parce que la remise en question du système capitaliste n'a jamais été aussi forte, en fait. Donc, même au sein de la population des jeunes, le fait, du côté des États-Unis notamment, qu'un nombre de plus en plus faible de jeunes croient que le système capitaliste est le meilleur système économique, c'est quelque chose qui baisse en popularité. Du côté du Québec et de la France, il faudrait voir aussi les statistiques, mais je pense que très peu de gens disent: «Parfait, c'est le meilleur système, il faut absolument défendre ce système économique basé sur la croissance infinie, sur l'exploitation de l'environnement, sur la montée des inégalités entre les gens ultra riches et le reste de la population». Donc, le fait qu'il y ait une crise de légitimité de ce système, c'est une extrêmement bonne nouvelle. Ce qui est inquiétant, c'est qu'une certaine partie de la population va dire on est contre le mondialisme ou contre le Forum économique mondial, contre cette ordre mondial économique, mais ils vont plutôt quand même adhérer à des idées de droite populiste, radicale, d'extrême droite, qui vont, en quelque sorte, reprendre le même système capitaliste, mais dire on va le faire pour le peuple, pour les gens qui viennent d'ici, on va protéger vos emplois contre les immigrants. Donc, en fait, pour moi, c'est des fausses solutions, en fait, qu'on apporte aux problèmes qui sont causés par le système économique. Et là, ce que la gauche doit dire, en fait, c'est pas dire il faut réparer le système, l'améliorer, c'est pas si mal, on voit qu'on a une certaine croissance économique, on va essayer d'amener certaines réformes pour améliorer les choses. Je pense qu'il est temps pour la gauche d'avoir un discours décomplexé sur le fait qu'il faut une alternative au capitalisme. Mais là, après ça, comment on le fait, puis comment on rend ce discours-là acceptable, populaire dans la population de façon plus large? Je pense qu'on n'est pas obligé d'être obsessif sur les mots. Au lieu d'utiliser le mot capitalisme, on peut dire, par exemple, un système économique basé sur la croissance à tout prix, sur les profits, au lieu d'être centré sur la satisfaction des besoins des gens ordinaires, en fait. Donc, il y a comme peut-être d'autres termes qu'on peut utiliser. Et moi, le terme que je préfère pour exprimer cette alternative au système en place, c'est la démocratie économique. En gros, la démocratie économique, c'est le fait que le système capitaliste, un système heu, qui participe à la crise écologique, qui est antidémocratique, qui est contre cette économie locale. C'est un système qui favorise les intérêts des multinationales, qui favorise des groupes ultra riches. Et ce qu'il faut, c'est démocratiser l'économie, c'est-à-dire redonner le pouvoir aux gens qui travaillent, au peuple, aux communautés locales pour qu'on puisse produire des choses qui sont utiles pour la vie, qui permettent de se nourrir, se loger, se transporter, qu'on est capable peut-être de retrouver plus de souveraineté aussi au niveau économique, c'est-à-dire de capacité d'assurer nos modes de vie, de subsistance, sans devoir passer par une exploitation forcenée de ce qui se passe dans les pays du Sud. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de produire nous-mêmes des choses dont on a de besoin et d'échanger avec d'autres pays pour des produits qu'on ne peut pas produire ici, mais dans une logique vraiment je dirais pas de autarcie parce qu'il ne faut pas se refermer complètement sur soi-même, c'est absolument dangereux aussi de le faire, mais sur une logique peut-être d'autonomie. Durant la pandémie notamment,
ça a été ramené le thème de l'autonomie alimentaire ou la souveraineté alimentaire. Donc, reprendre le contrôle sur ça. On pourrait parler d'autonomie énergétique, on pourrait parler aussi d'autonomie technologique. En fait, de ne pas dépendre des géants du numérique, des compagnies comme Amazon, Google ou ainsi de suite. On voit actuellement avec Amazon qui ferme leur entrepôt. En fait, pourquoi est-ce qu'on ne se donne pas nos propres infrastructures de production de biens, de marchandises? Pourquoi est-ce qu'on dépend du cloud de Microsoft, de Google, d'Amazon? On ne se donne pas une infrastructure d'info nuagique publique. Pourquoi est-ce qu'on ne se redonne pas à nous-mêmes en tant que société les moyens de pouvoir produire ce qu'on a de besoin? Et pourquoi est-ce qu'on ne donne pas aussi le contrôle des institutions, des entreprises à des groupes de citoyens, des groupes de gens qui travaillent directement? Pourquoi est-ce qu'on ne participe pas d'une décentralisation, de démocratisation de l'économie par les coopératives, les entreprises d'économie sociale, les communs et en laissant une place aussi aux petites entreprises privées avec quelques employés qui peuvent bien faire la chose, mais si les entreprises deviennent trop grosses, on peut mettre des règles en disant maintenant, vous devez vous conformer à tel critère et au-delà d'un certain seuil, vous êtes obligé de devenir une société coopérative à but non lucratif ou avec un contrôle citoyen pour vraiment s'assurer que votre entreprise respecte des normes environnementales, respecte des normes de conditions de travail, et soit capable vraiment de bien être ancré dans son milieu. Donc, je pense qu'en parlant d'un système post-capitaliste, post-croissance, en parlant de démocratisation de l'économie, de redonner le pouvoir aux gens, ça permet en quelque sorte de dire, en fait, il faut reprendre le contrôle sur notre économie pour le mettre au service de la population, respecter les limites environnementales aussi, parce qu'on sait qu'on ne peut pas croître à l'infini comme tel. Donc, amener des discours comme ça, qui sont de l'ordre des idées qui viennent historiquement du socialisme, communisme, décroissance et autres, mais ce sont des mots qui font peur. Pourquoi? Parce que ça a été associé historiquement à des régimes comme l'URSS, on peut penser à la Chine actuellement, la Corée du Nord ou ainsi de suite. Évidemment, il ne faut pas dire qu'il faut faire comme la Chine, comme la Corée du Nord, on ne veut pas revenir à un mode de fonctionnement comme l'URSS. Mais ça, au fond, on pourrait dire que c'était quand même des systèmes antidémocratiques, bureaucratiques, centralisateurs aussi. Et c'est pas ça qu'on veut. On veut une démocratisation de l'économie, redonner le pouvoir aux gens qui travaillent, le pouvoir aux citoyens de décider ce qu'on veut faire ensemble. Et pour ce faire, puis là, il y aurait tout un programme, puis je ne pourrais pas élaborer sur ça. Il y a des réformes concrètes qu'on peut faire dans le système actuel pour aller dans cette direction-là. Donc, sans avoir non plus un discours révolutionnaire de rupture brusque avec le système en place, en disant on va exproprier toutes les grandes entreprises du jour au lendemain, on va mettre les gens ultra riches en prison, on va socialiser l'économie par une nationalisation bord en bord de tous les secteurs. Ça, c'est quelque chose, d'après moi, qui n'était entièrement pas désirable. Mais on peut dire, bon, on va imposer un revenu maximal, entre autres, pour la catégorie des personnes ultra riches. On va, par exemple, obliger certaines entreprises d'une certaine taille à devenir obligatoirement des coopératives ou avoir une forme de contrôle démocratique des gens qui travaillent dans cette entreprise. On va créer des infrastructures numériques dirigées par le public ou par des coopératives et on va, en quelque sorte, soit empêcher carrément certains géants du numérique de venir ou sinon on va leur garder une place, mais en leur mettant des contraintes de plus en plus fortes. Peut-être qu'il va faire en sorte que, comme ce que Amazon est en train de faire, quand on met des lois syndicales pour les entrepôts, ils décident de fermer boutique, d'aller ailleurs, mais peut-être qu'on met des lois plus strictes comme ça, puis à la place de reprendre le contrôle démocratique sur les infrastructures. Et après ça, se pose la question aussi, puis ça, c'est l'autre composante que j'ai pas le temps vraiment d'élaborer, c'est qu'il faut qu'on pense aussi la question qu'il ne faut pas juste reprendre le contrôle démocratique des moyens de production, mais aussi assurer une forme de sobriété au niveau économique, numérique, technologique et autres, parce qu'on ne peut pas croître à l'infini. Si le but, c'est de faire comme la Chine, puis de dire, mais on va reprendre le contrôle de notre économie de façon dirigiste, mais on va industrialiser, moderniser davantage, euh, construire, doubler la production d'électricité par des centrales hydroélectriques partout, puis on va harnacher des rivières, puis encore confisquer d'autres territoires aux peuples autochtones, parce qu'on a besoin de plus d'énergie, plus de croissance, plus d'extraction de minéraux, et ainsi de suite. On sait qu'il y a une frontière, il y a une limite au niveau des écosystèmes. Donc, il faut qu'on pose la question, en fait, qu'est-ce qu'on priorise ensemble? Qu'est-ce qu'on a besoin de produire pour vivre heureux? Et peut-être de l'ordre du superflu qu'on pourrait enlever? Et comment est-ce qu'on permet de produire en priorité en fonction des besoins?
besoins de la société. Donc ça pose une autre question qui est essentielle, mais qui est très complexe, c'est la planification démocratique de notre économie. C'est-à-dire la priorisation collective des usages de ce qu'on veut produire, qu'est-ce qu'on veut faire en bout de ligne. Si, par exemple, pour donner peut-être un petit cas concret pour ça, pour conclure, si on dit qu'il faut électrifier les transports, mais un choix de société qui pourrait être fait, qui serait complètement différent de ce qui a été fait avec le cas du gouvernement de la CAQ et de notre ancien ministre de l'Énergie, de l'Économie, Fitzgibbon. Au lieu de dire: «Beh, quelques dirigeants ici de cette élite économique, politique décident de donner un contrat à Northvolt, pour que ce soit une entreprise étrangère qui vienne produire, des batteries pour des automobiles qui vont être principalement exportées ailleurs, qu'on veut mettre presque 1 milliard pour cette entreprise ici, alors que c'est une start-up qui est en difficulté financière, on le sait, qui va peut-être faire faillite dans la prochaine année. Faut encore voir ce qui se passe. Au lieu que ça soit pris derrière des portes closes, puis que le terrain qui soit utilisé pour ça, ça soit un terrain d'un milliardaire qui s'appelle Luc Poirier, qui avait acheté le terrain pour 10 fois moins cher il y a quelques années, qui a revendu pour 240 millions, puis que ça soit fait un peu comme ça avec des réseaux de contacts entre cette oligarchie, au lieu que ce soit ces gens-là qui décident qu'est-ce qu'on veut faire avec une usine. Pourquoi est-ce qu'on ne crée pas un genre de comité citoyen de tiré au sort avec plusieurs experts en économie écologique, en transition énergétique ou ainsi de suite? On fait des consultations publiques en disant: OK, on a peut-être besoin quand même de produire des batteries pour le système de transport. Est-ce qu'on va privilégier les transports en commun, les voitures électriques? Est-ce qu'on se crée une forme d'industrie de l'automobile du Québec, peut-être, avec une marque de voiture? Au lieu d'en construire des gros VUS, on pourrait produire des petites automobiles qui seraient énergétiquement intéressantes avec nos ressources locales. Est-ce qu'on produit ce genre de choses-là, puis on va construire une usine, puis avant de construire une usine, on va s'entendre sur l'endroit où on va le produire, où on va créer les emplois, puis que ça soit un choix de la société, en fait, qu'on décide de produire des piles électriques, on décide de l'endroit et on le fait par la suite avec une forme de démocratisation de l'économie, justement. Et là, ce qui se passe dans notre système, en fait, c'est que les gens qui décident des grands investissements de notre économie, ça se fait soit dans le secteur privé, extérieur à toute forme de contrôle démocratique, ou ça se fait derrière les portes closes de certains ministères, de certains trucs qui n'écoutent pas la population, qui font juste être dans leur réseau de contact entre hommes d'affaires. Et c'est ces gens-là qui décident pour notre avenir. Et la démocratisation de l'économie, c'est de dire on va arrêter de faire ces grands investissements publics de milliards et de milliards alors que la population n'est pas consultée. On doit faire un débat de société sur ce qu'on veut comme économie. Si on veut une économie verte, une économie plus sobre ou ainsi de suite, si on veut construire des nouvelles centrales, c'est pourquoi, ça va être où, c'est comment, est-ce qu'on en a besoin, est-ce qu'il faut réduire davantage notre consommation d'énergie en amont, qu'est-ce qu'on fait? Ce genre de choses-là doivent être discutées dans la population de façon beaucoup plus large. Donc, ça serait ça, en fait, pour moi, la démocratisation de l'économie. Au lieu que ça soit une oligarchie, une minorité de personnes qui décident qu'est-ce qu'on fait de l'économie, qui ait tout le contrôle des grandes entreprises, des grands leviers d'investissement, il faudrait redonner ce contrôle démocratique des leviers d'investissement, de la gestion des entreprises, aux gens directement concernés, que ce soit les gens qui travaillent dans les entreprises, les communautés dans leur ensemble, les différentes régions, et que ce soit le peuple, la société qui décide de ce qu'elle veut faire de sa propre économie. Analysons Québec solidaire et ce qu'il peut devenir. En fait, je dirais que la gauche québécoise, notamment au niveau de Québec solidaire, traverse une profonde crise. Une crise, je dirais, presque existentielle. Une crise politique, stratégique qui va au-delà des conflits de personnalité, des mini-luttes de pouvoir au niveau interne. C'est une crise aussi, je pense que les gauches à travers tout l'Occident traversent. Donc, Québec solidaire n'est pas le seul groupe à vivre ce genre de crise. Mais on a peut-être la particularité au Québec d'avoir un seul vrai parti de gauche unitaire, alors que dans à peu près toutes les autres sociétés, il y a plusieurs partis de gauche qui se font concurrence, mais qui sont la large et ainsi de suite. Il y a des gros partis anciens, il y a des nouveaux partis qui émergent, il y a une certaine fragmentation du vote de gauche. Au sein de Québec solidaire, jusqu'à tout récemment du moins, il y avait une certaine unité consensus ou une certaine tendance à travailler sur les convergences au-delà des différences internes. Je pense que Québec solidaire, si on prend un peu de recul et on voit la trajectoire longue de cette organisation, qui est née en 2006 en réaction au manifeste des Lucides qui était mené par Lucien Bouchard, et différents auteurs conservateurs néolibéraux et autres.
Il y a eu cette unité qui a été produite, notamment parce qu'il y avait l'Union des forces progressistes, avec Amir Kadir notamment qui était présent. Option citoyenne qui avait été récemment créée, notamment avec Françoise David. Les deux groupes se sont mis ensemble pour créer une nouvelle unité. Donc, de 2006 à environ 2016-2017, on a assisté à la première phase de QS, qui est la phase d'une ascension lente, mais de consolidation progressive de la gauche. Donc, Amir Kadir a été élu en premier, 2008. Après ça, il y a eu François en 2012. Après ça, Manon qui est arrivé. Donc, lente croissance. Et après ça est arrivé un grand changement quand même dans Québec solidaire, l'arrivée de Gabriel Nadeau-Dubois, le départ de Françoise. Amir a quitté par la suite. Il y a eu la relève qui a été mise en place. Et là, en fait, s'est produit en fait aussi une fusion avec Option nationale, un tout petit parti qui avait été créé à l'époque par Jean-Martin Hossan, qui était un schisme du Parti québécois. Et à ce moment-là, dans la campagne électorale de 2018, s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Les deux principaux partis au pouvoir depuis des décennies, le Parti québécois, les partis libéraux, se sont effondrés, mais pas effondrés complètement, ont largement diminué. Québec solidaire est passé de 3 députés à 10 députés et sorti de Montréal dans plein de régions, à Sherbrooke, Québec, Abitibi-Témiscamingue, est devenu un parti de gauche crédible, en fait, qui occupe un espace à la fois dans le champ médiatique, politique et autres. La CAQ a pris le pouvoir aussi, qui est une organisation qui relevait à l'époque de l'Action démocratique du Québec, puis son ascension est devenue parti majoritaire. Donc, cette alternance entre les deux partis anciens, en fait, a été brisée. Il y a eu une brisure totale et Québec solidaire est arrivé. Et dans cette phase-là de 2018, ce qui était intéressant dans Québec solidaire avec Gabriel Nadeau-Dubois, mais aussi Catherine Dorion qui arrivait, avec aussi certaines tendances inspirées, on pourrait dire, du populisme de gauche, un discours de rupture, anti-système, de contestation, mais aussi avec une dose de pragmatisme, avec des propositions concrètes. Il y avait cet équilibre-là qui était joué dans QS. Et d'après moi, en fait, cette ascension-là de QS, en fait, était intéressante et les choses ont commencé à peut-être mal virer à l'interne ou à avoir des dissensions, des problèmes internes autour de 2020-2021. Pourquoi? En fait, autour de 2019, il y avait aussi cette ascension du mouvement des jeunes pour l'environnement, la justice climatique notamment. Québec solidaire pour avoir une forme de blocage parlementaire en 2020 pour dire on va mettre la question de la transition écologique au centre, on va attaquer le gouvernement Legault sur cette question-là, un discours de revendication pour devenir l'alternative de gauche à la CAQ. Pendant que les deux autres partis, les libéraux et les partis québécois, sont un peu moribonds, ça ne va pas très bien. Et cet espoir-là, en fait, d'incarner l'alternative à la CAQ, devenir l'opposition officielle, ça a été joué en quelque sorte aussi lors de la campagne de 2022, mais avec la carte, on pourrait dire, d'un discours davantage pragmatique. Il y avait des propositions fortes quand même, mais il y avait quand même une sorte de normalisation du parti. On voulait devenir un parti comme les autres, on jouait dans la cour des grands. Et c'est un certaine chose qui avait été faite notamment par le parti. Gabriel Nadeau-Dubois avait lancé quelques années avant le comité des idées dangereuses, un certain podcast où il amenait des propositions plus fortes pour amener justement la fenêtre d'Overton vers la gauche, avec des propositions plus fortes pour en quelque sorte les normaliser dans l'espace médiatique. Mais lors de la campagne de 2022, on a mis ça de côté parce que c'était trop contestataire, revendicateur en système. Il fallait en quelque sorte avoir un discours plus centriste, on pourrait dire, pour pouvoir essayer de rejoindre les masses. Et au même moment aussi, on a appris par la suite avec la publication du livre de Catherine Dorion qu'il y a justement eu des débats internes justement sur une tension entre emprunter une voie pragmatique à être le bon joueur, un parti crédible qui va respecter l'Assemblée nationale, ses codes, l'institution, être crédible, ne pas trop contester. Et Catherine Dorion, qui est anti-système, qui dit, bien, en fait, il faut en quelque sorte sortir des codes, il faut mobiliser la rue, il faut aller voir notamment les gens qui sont opposés aux mesures sanitaires. En fait, il faut être capable d'entendre leurs préoccupations sans dire qu'ils ont raison sur tout. Il faut aller rejoindre les gens là où ils le sont. Et on a vu en fait que cette guerre ou cette chicane interne entre Catherine Dorion et Gabriel Nadeau-Dubois est en quelque sorte aussi un conflit plus large sur qu'est-ce que la gauche devait faire pour prendre le pouvoir. Et là, en fait, ce qui s'est produit en 2022, et c'était là le premier moment du début de la période de crise qu'on vit depuis, c'est le fait que le pari de devenir le parti de l'opposition officielle ne s'est pas concrétisé. Donc, une grande campagne avec beaucoup d'argent qui a été investi dans QS. On a essayé de devenir crédible,
de recentrer notre discours. Les communications ont pris beaucoup de pouvoir au niveau interne aussi. Puis on va dire, c'est comme ça qu'on va prendre le pouvoir, en étant crédible du point de vue de l'Assemblée nationale, du point de vue du système médiatique. On va se normaliser tout en étant à gauche, essayant de rester à gauche dans ses convictions, mais avec des propositions concrètes. On ne veut pas retomber dans les divisions de débats identitaires et autres, mais on doit devenir crédible, centré sur nos préoccupations concrètes. Et ça, en fait, c'est rentré en crise en 2022. Et un an après, pas plus tard qu'un an après, il y a déjà eu, entre autres, la publication du livre de Catherine Dorion qui a créé une onde de choc. À la fois dans l'espace médiatique large, mais aussi principalement dans QS, parce que ça a été une remise en question frontale. C'est la toute première fois qu'une ancienne députée, quelqu'un d'influent au sein de QS, publie un livre qui est une critique assez dure, on pourrait dire, du principal porte-parole de QS. Et là, on s'est dit, OK, là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et là, je pense qu'il y a eu quand même des débats à l'interne en QS, mais ça n'a pas été un débat large, un débat politique stratégique. Ça a été plutôt mis, on va pousser la poussière en dessous du tapis, on ne va pas répondre publiquement, on ne va pas rentrer dans une chicane publique, on ne va pas, comme on dit parfois dans le monde politique, on ne va pas laver le linge sale en public, on va garder ça au niveau interne, mais il n'y a pas eu quand même de remise en question large qui s'est suivi du livre de Catherine Dorion. Et là, 6 mois plus tard, avec la nouvelle co-porte-parole Émilise Le qui arrive, on voit en fait que lorsqu'elle part subitement, puis que là, tout le monde est pris de dépourvu, l'aile parlementaire, les porte-paroles, Gabriel Nadeau-Dubois n'a pas vu venir, tous les gens, oh, ça crée une onde de choc. Et là, Émilie, ce qu'elle dit en fait publiquement, sans étaler tout sous forme de livre, elle a quand même fait une publication en disant qu'il y a une concentration du pouvoir au niveau interne, il y a une forme de contrôle au niveau du discours qui ne permet pas d'exprimer ma propre voix de façon authentique. Je sens que je n'ai pas ma place dans le parti, je ne peux pas jouer comme je veux. J'ai l'impression d'être déjà dans quelque chose, en fait, qui est déjà aligné avec une orientation qui ne me convient pas. Ça ne marche pas. J'ai pas de support comme fan dans le parti comme tel. Il n'y avait pas de ressources attribuées pour Émilise non plus au niveau interne. Donc là, en fait, c'est ça qui crée la première vraie grosse crise de QS, en fait, puis qui a mené à la publication de plein de lettres ouvertes aussi. Moi, j'en ai signé une ou deux, je pense, dans la foulée. Crise de légitimité, en fait, du coporte-parole masculin. Et ça, en fait, c'était une crise d'autant plus forte qu'Émilie donnait en quelque sorte raison aux critiques de Catherine Dorion. Donc, c'était pas juste une affaire de Catherine Dorion, elle est bizarre, c'est une folle, c'est une artiste, une excentrique, une égoïste ou une individualiste. Il y avait quand même des choses de fond qu'elle identifiait qu'Émilie a aussi vécu de son côté. C'est pas dire que Émilie et Catherine Dorion ont absolument raison sur tout, puis que Gabriel Dubois, il a tort sur tout, ainsi de suite. Il y a peut-être une histoire plus nuancée à faire, mais n'empêche qu'il y a une division interne qui s'est jouée. Et la division interne de QS, qui était jusqu'à maintenant harmonisée dans un parti commun, était une tendance de prendre le pouvoir par les urnes, donc une tendance électoraliste dans QS, de jouer le jeu des grands médias quand même, mais quand même de garder le fond contestateur, authentique, original, qui bouleverse les choses, qui remet en question le système, qui veut transformer la société au niveau des mentalités, au niveau des propositions concrètes. Et cette dualité-là en QS, d'être dans le système mais hors du système, en fait, est apparue comme une forme, d'après moi, de division, de schisme, voire d'éclatement dans QS. Et là, ce qui s'est produit, en fait, c'est que la réponse de Gabriel Nadeau-Dubois, suite au départ d'Émilise, a, en quelque sorte, jeté de l'huile sur le feu. Ça a été de dire, en fait, au-delà d'un conflit de personnalité, c'est un débat politique, stratégique. Moi, je suis pour le parti de gouvernement. Je suis pour le fait d'avoir une gauche pragmatique. Je suis pour le fait d'avoir des propositions concrètes, de moderniser la structure de QS. Il faut être des gens sérieux. En sous-texte, ce qu'il dit, c'est que l'autre camp, c'est les idéalistes, des rêveurs, des anti-systèmes, des gens qui ne sont pas pragmatiques. C'est pas des gens qui veulent prendre le pouvoir pour former le gouvernement, c'est des gens qui veulent être dans la rue. Et là, il a en quelque sorte affiché ses couleurs. Il a en quelque sorte tiré la couverture dans l'autre direction complètement pour dire c'est par là qu'on s'en va. Si vous êtes d'accord avec ça, venez avec moi. Si vous n'êtes pas d'accord, peut-être trouvez-vous un nouveau chef. Mais là, ce n'était pas un chef, un nouveau porte-parole. Mais vous allez trouver une autre personne. Donc, il a réaffirmé sa ligne de centralisation, normalisation pragmatique, en fait, qui reste à gauche, mais qui a un ton beaucoup plus doux, adouci, qui ne veut pas trop diviser. Et ça a jeté je dirais le feu aux poudres parce que dans QS, il y a des sensibilités différentes, en fait. Et là, ça a amené un débat interne extrêmement grand et ça fait en sorte qu'encore une fois, il y a le départ d'Émilise, il y a eu tout un enjeu interne au niveau
de voir quels sont les défis qu'on vit au niveau de l'implication des femmes. Est-ce qu'on peut avoir davantage de soins, de care au niveau interne? Il y a des choses qui se sont faites depuis, je ne suis pas du tout au courant. Mais d'autre part, ça a été encore une fois poussé sous le tapis après la crise des milices, qui a duré à peu près presque un mois. On n'en a pas entendu parler. Il y a eu la course au co-porte-parole. Rouba arrive. On a un nouveau congrès avec les changements des statuts, règlements pour avoir la structure de QS, la rendre plus souple, agile et démocratique à la fois. Il y a des choses comme ça qui arrivent. Il y a un beau congrès pour maintenant dire bon, les crises sont derrière nous. On arrive maintenant avec une nouvelle co-porte-parole qui a peut-être davantage d'affinité avec l'approche de Gabriel Nadeau-Dubois, davantage un ton complémentaire, on pourrait dire une dualité qui marche mieux, qui n'est pas opposée complètement. On a espoir que ça se passe. Et là, ce qui se passe, quelques jours avant le congrès, pouf, l'affaire Haroun Bouazi, qui aurait pu, dans un autre monde possible, disons, évoluer complètement différemment. S'il y avait eu une réponse de l'aile parlementaire ou de Ruba-Gazal ou ainsi de suite, ou de Gabriel Nadeau-Dubois, qui aurait repris une réponse un peu à la Alexandre Boulris ou à d'autres gens qui ont commenté l'espace médiatique en disant là, on va se dire, il y a un discours anti-migrant un peu décomplexé dans l'espace médiatique. Certes, il y a peut-être des propos maladroits ici et là, mais sur le fond, on ne va pas se cacher. Il y a quelque chose qui se passe, puis on va défendre le député, puis on croit qu'il y a une exagération dans l'espace médiatique. Il peut aller peut-être assez nuancer son propos, on va le faire, mais sur le fond, il a raison, on est derrière lui, on est d'accord. S'il y avait eu ça, ça n'aurait pas créé de crise à l'interne de QS. Mais là, ce qui s'est produit dans Québec solidaire, c'est une certaine déconnexion entre la réaction de l'aile parlementaire, probablement pour des raisons internes. Il y a peut-être des choses qui se jouent entre les députés qu'on n'est pas au courant non plus, au niveau interpersonnel ou autre. Mais il y a quand même une réaction de dire l'aile parlementaire a réagi comme si le propos de Harold Boisy était inacceptable, était odieux, avait traité les gens de l'Assemblée nationale de racistes, ainsi de suite. Ils l'ont condamné, ils ont appuyé, en fait, tout le monde au sein du parti a appuyé l'émotion de blanc d'Haroun. Il y en a eu 3 en tout qui ont été soumises, il y en a eu 2 qui ont été appuyées. Et certains députés de QS applaudissaient en blanc d'Haroun. Et on se dit, mais là, qu'est-ce qui se passe? Alors qu'au niveau interne, dans Québec solidaire, beaucoup de gens étaient à la des défenses d'Haroun. Il y a des gens peut-être qui étaient plus du côté de l'aile parlementaire, mais il y a eu quand même beaucoup de propositions lors du congrès de soutien à Haroun. Et là, de façon extrémiste, pour éviter les divisions au sein du parti, puis cet affrontement entre la base du parti et l'aile parlementaire qui avaient 2 compréhensions complètement différentes de la situation, il y a eu comme une motion d'urgence qui reprenait essentiellement des bouts des motions d'appui à Rhône, à l'interne, qui venaient des bases militantes, qui reprenaient des bouts aussi de dire, ben c'est vrai que l'Assemblée nationale n'est pas raciste dans son ensemble, il faut amener des nuances. Ça a été mis ensemble pour éviter qu'il y ait cet éclatement qui se produise. Donc, encore une fois, QS n'a pas explosé, n'a pas implosé à ce moment-là. Mais ce qui se passe, qu'on a pu voir dans les jours suivants, Haroun Bouazi a pris une pause, un congé. Là, l'Assemblée, en fait, l'Assemblée nationale, la rentrée parlementaire se produit. On va voir ce qui va se dérouler. Mais les problèmes ne sont pas réglés. En fait, encore une fois, il y a eu presque 3 crises en un an. Encore sur une ligne, est-ce qu'on veut faire la surenchère identitaire, diviser les Québécois, ou est-ce qu'on va avoir un discours plus soft, plus simple pour pas déranger monsieur, madame, tout le monde, plaire au système médiatique, plaire aux députés, avoir un discours plus soft, plus modéré, ou assumer nos propres convictions? En fait, c'est encore le même débat depuis le début, depuis 2021, 2022, entre la tendance pragmatique, modérée, et la tendance assumons qui nous sommes, puis allons critiquer les discours anti-migrants, l'oligarchie, le système en place. Cette division-là s'est jouée encore. Et là, ce qui m'inquiète pour la suite, et je veux dire ça, c'est que vu que ces 3 crises internes qu'on a eues dans Québec solidaire, il n'y a pas eu de résolution de conflit, de débat stratégique large parmi la base militante, parmi l'aile parlementaire. D'après moi, c'est encore une fois une bombe à retardement. Et là, dans la prochaine année, je me croise les doigts où on va voir un peu ce qui va arriver, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir quand même des formes d'éclatement de QS. Pas d'éclatement complet, mais il risque d'avoir peut-être vraiment des élus, des députés qui décident de quitter, de se présenter ailleurs. Il va peut-être avoir des gens qui vont critiquer, dénoncer de l'intérieur, de l'extérieur, ou ainsi de suite. Ça reste à voir. Il y a des rumeurs qui circulent notamment, puis là, bon, c'est même pas une rumeur. Vincent Marçal dit devant les médias je songe à me présenter à la mairie de Montréal. Initialement, c'était un doute au sein de Projet Montréal. Maintenant, il a dit récemment que c'était pour créer un autre parti politique. On ne sait pas comment, pourquoi. Sa décision n'était pas encore faite. Donc, il songe peut-être à quitter avant la fin de son mandat.
Une autre rumeur qui circule, qui reste à confirmer, mais ça a sorti dans les médias, dans la presse notamment, Christine Labrie à Sherbrooke, qui est beaucoup appréciée à l'interne dans le QS, songe à se présenter aussi aux réélections municipales qui s'en viennent du côté de Sherbrooke. Donc, on ne sait pas si ça va se concrétiser ou pas, est en réflexion, mais si ça se produit, c'est une autre députée que Québec solidaire pourrait perdre. Il va y avoir d'autres élections qui vont se jouer, évidemment. On pourrait remplacer éventuellement, disons que ça se concrétise, à la fois Vincent Marissal, Christine Labrie par d'autres députés. Mais on sait que Québec solidaire, actuellement, fait environ 12-13 dans les sondages. Si le Parti libéral ou le Parti québécois met des grosses candidatures dans ces endroits, il y a un risque quand même que peut-être Québec solidaire pourrait perdre des sièges à ce moment-là. Et là, il y a d'autres rumeurs qui circulent, je ne sais pas si c'est fondé ou tout ça, mais Gabriel Nadeau-Dubois aussi a vécu il a vécu une immense crise dans son parti depuis 1 an, une crise de légitimité aussi, on pourrait dire. Il est parti en congé de parentalité pour s'occuper de sa fille. Et si on lit attentivement son post, sa publication qu'il a mis sur les médias sociaux avant son départ, il a dit clairement qu'il est aussi en réflexion, pas sur son avenir politique, mais quand même pour prendre un pas de recul sur ce qui s'est passé. La politique, c'est extrêmement difficile, il l'avait pas envisagé autant. Il prend un pas de recul pour pouvoir revenir en force en mars. Mais en fait, puis il y a des gens qui se posent des questions, puis ça circule un peu dans l'espace médiatique, dans les rumeurs. On se dit, mais est-ce qu'il va revenir dans un parti autant en crise? Est-ce qu'il croit qu'il est capable de ramener peut-être cette unité dans le Québec solidaire? Ou est-ce qu'il sent que peut-être les, en fait, que les carottes sont cuites ou que la situation est trop difficile, trop intenable et qu'il sent personnellement qu'il va se diriger vers un mur aux prochaines élections provinciales de 2026? Il se dit aussi bien quitter à ce moment précis quand je m'occupe de ma fille et je me réenligne dans ma carrière pour faire autre chose ou est-ce que je continue encore? Donc, rien n'est joué encore. Il est tout à fait probable qu'il revienne en force avec plus d'énergie, d'élan, avec une vision sur comment amener QS vers une nouvelle voie. Mais je pense que le constat qu'on peut faire aussi, c'est que le virage pragmatique du parti de gouvernement qu'il a proposé depuis 1 an et qu'il a affirmé de façon décomplexée n'est pas en train de créer cette unité dans le QS, n'est pas en train de faire augmenter QS dans les sondages. On stagne encore et même on perd des plumes. Et là, est-ce que ça serait un revirement de situation? D'après moi, le scénario qui pourrait faire en sorte que Gabriel revienne et redonne de la force à QS, ça serait qu'il change de ligne, en fait, qu'il change d'orientation, qu'il amène une voix qui renouvelle avec une gauche plus assumée, décomplexée. Ça serait peut-être une option envisageable possible. Mais s'il reste avec la même ligne, les contradictions internes de Québec solidaire entre la tendance pragmatique centriste, on pourrait dire, et la tendance contestataire, assumée, woke, décoloniale, antiraciste, anticapitaliste, on pourrait la nommer comme on veut, antisystème. Cette dualité-là, en fait, actuellement, il y a une crise interne qui fait en sorte qu'elle ne pourra pas coexister jusqu'au bout. Et si elle coexiste, ça va frapper un mur aux prochaines élections qui s'en viennent. Donc, se pose la question, qu'est-ce qui va arriver de QS? S'il y a quelques départs, peut-être qu'il n'y en aura aucun, mais si disons qu'il y a départ de Christine Labrie et ou de Vincent Marissal, ou on connaît deux, ou que scénario de crise majeure, Gabriel Nadeau-Dubois annonce qu'il quitte Québec solidaire, il faut trouver un nouveau co-porte-parole. Euh, Là, va avoir peut-être une fenêtre d'opportunité pour dire on va amener une nouvelle orientation, on va amener des nouvelles idées, on va reconstruire Québec solidaire. Il pourrait y avoir une fenêtre d'opportunité pour faire quelque chose d'intéressant. Est-ce que ça va être assez à 1 an et demi des élections d'avoir une nouvelle course au co-porte-parole? Qui va se présenter? Est-ce que c'est quelqu'un qui est déjà élu dans l'aile parlementaire? Est-ce que c'est quelqu'un de l'extérieur qui voudrait venir? Est-ce que c'est Amir Kadir qui pourrait revenir en quelque sorte comme un Bernie Sanders pour essayer de sauver les meubles? On ne sait pas. Là, je fais un peu de spéculation parce que ça ne s'est pas arrivé. J'imagine peut-être le pire pour QS, mais j'ai l'impression que QS va continuer à être en crise dans la prochaine année s'il n'y a pas de changement majeur qui est opéré dans sa ligne, dans son orientation et dans sa culture démocratique interne. Et puis, suite à ça, en fait, se pose la question, qu'est-ce qui va suivre? Et c'est pour ça que moi, personnellement, et d'autres personnes, tout en étant en appui critique, encore sympathisant de QS malgré tous les débats, tous les problèmes, parce qu'on croit qu'il faut avoir un parti de gauche présent qui est un contre-pouvoir face au discours de la droite. Il faut être capable de construire quelque chose qui est au-delà de QS aussi. Quelque chose qui est large dans la société civile, un mouvement non partisan, politique, avoir un élément en fait qui va être capable de construire large, disons, hors de cette arène électorale partisane qui crée des tensions extrêmement fortes, qui va reconstruire un discours de gauche plus décomplexé, qui va rassembler large dans la société civile
il faut aussi déjà penser à un au-delà de QS dans sa forme actuelle. Donc, que Gabriel Nadeau-Dubois reste ou parte, d'après moi, dans sa trajectoire, s'il ne change pas sa ligne, Québec solidaire va frapper un mur. Et s'il frappe un mur, c'est sûr que Gabriel Nadeau-Dubois ne sera pas présent après 2026. Donc, il faut penser la suite. Et la suite ne pourra pas juste être de fait d'avoir une nouvelle personne co-porte-parole puis on garde la même affaire. On va devoir complètement repenser ce qui se passe. Et en fonction de la prise du pouvoir ou non du Parti québécois, en fonction du rapport de force avec la CAQ, avec les libéraux et autre chose, la gauche, d'après moi, en fait, on est dans une période de crise intense. On va devoir reconstruire la gauche de fond en comble. Que ce soit à l'intérieur de QS ou au-delà aussi. Et pour reprendre une phrase de Jacques Parizeau qui disait à l'époque, il y a une dizaine d'années, le mouvement souverainiste est un champ de ruines. Et actuellement, j'aurais l'impression de vouloir reprendre ça pour dire que la gauche actuellement, la gauche politique ou électorale au Québec est un champ de ruines, en fait. Puis là, il faut déjà penser à comment la reconstruire. Donc, je ne sais pas comment, je n'ai pas de proposition extrêmement concrète à l'heure actuelle. Si ce qui s'en vient, peut-être les gens vont voir ça comme une forme avec un sentiment d'épuisance, de découragement complet. Mais il faut qu'on qu'on soit capable de voir ça comme une occasion de reconstruire la gauche sur des nouvelles bases beaucoup plus fortes pour affronter à la fois la droite conservatrice, les courants d'extrême droite, être capable de remobiliser large à la base et on ne peut plus croire que les gens sont en soi plus progressistes. Les jeunes seraient plus progressistes que les personnes âgées, ainsi de suite. On voit chez les jeunes hommes notamment la montée du conservatisme. En fait, il y a tout qui est à reconstruire, d'après moi. Donc, Québec solidaire va sûrement avoir un rôle à jouer dans cette équation, mais on doit construire quelque chose bien au-delà de Québec solidaire, quelque chose qui va redonner espoir aux gens parce qu'on se dirige vers une période assez sombre. Donc, je conclurai avec ces notes un peu pessimistes, avec une pointe d'espoir pour dire qu'il faut tout reconstruire et qu'on va pouvoir faire des choses belles par la suite aussi. Nos entretiens sont possibles grâce à vos dons. Merci de continuer à faire vivre ce format. Lien en description pour nous aider à produire les prochaines interviews.